Merci, Pierre-Paul pour ton invitation à venir à Strasbourg. Je suis particulièrement heureux d'être ici et de voir cette nombreuse assistance. Donc moi je vais vous parler ici du dernier volet qu'a abordé Pascal Charles, c'est-à-dire les cabinets pluriprofessionnels et dans leurs acceptations actuelles. À ce titre, je suis coordinateur. Vous savez que les URPS et les deux URML sont réunis dans une commission nationale des URPS qui ont également pour objet de s'emparer de certains sujets. Et il y a une commission qui est une commission pour l'exercice coordonné. Antérieurement, il n'y a pas si longtemps, cette commission s'appelait Commission Pôle et Maisons de Santé. Et justement, vous allez voir dans mon bref exposé pourquoi elle est devenue commission de l'exercice coordonné et au fond qu'elle a connu une évolution. Alors, ça marche comme ça. Ça marche. Tac. De l'autre côté. Hop. Et voilà. Et justement, on va voir ces évolutions qu'a connu l'exercice coordonné. Alors, on va commencer par des définitions. On va rester très simple. On va rester sur des objectifs du terrain lui-même. Alors, on appelle maison de santé pluriprofessionnelle. Une maison de santé, voilà, c'est l'exemple du cabinet pluriprofessionnel qui rassemble sous le même toit plusieurs professions différentes. On a également le pôle de santé pluriprofessionnel. Alors on appelle ça le pôle de santé, c'est multisite. Ça veut dire que ce sont des professionnels qui travaillent en exercice coordonné, mais qui ne sont pas hébergés sous le même toit. Voilà, c'est-à-dire que vous gardez votre structure immobilière, chacun est dans son cabinet. Donc ce qui va permettre à ces professionnels d'avoir un exercice coordonné, c'est la façon dont ils vont à la fois partager l'information et prendre en charge le patient, développer éventuellement auprès de ce patient de nouvelles missions sur lesquelles nous allons revenir plus tard. Le point commun à tout ce type de structure, c'est le souhait d'un exercice coordonné pour apporter une qualité des soins particulière aux patients. Et enfin, une autre évolution qui sont les groupes pour l'exercice coordonné. Alors pour tout dire, c'est un concept que nous avons développé en Bretagne et que nous espérons pouvoir répandre. C'est-à-dire que là, on est uniquement l'objet même, c'est l'exercice coordonné. On n'est plus ni dans une structure immobilière, ni même dans une structure juridique comme l'est le pôle. Et vous verrez, je vous en donnerai tout à l'heure des exemples. Et au fond, ça part du principe que tout professionnel de santé, tout médecin libéral, parce que de toute façon, il y a toujours un médecin dans ce genre d'affaires, tout médecin libéral a un exercice coordonné avec son environnement. Et ça permet aussi de le reconnaître, de le formaliser et pour ensuite permettre de le valoriser. C'est ce qu'on espère. Le contexte, bon écoutez, je ne vais pas m'étendre sur le contexte, on l'a dit tout à l'heure, l'allongement de la vie, les maladies chroniques, la démographie, la répartition des médecins, les aspirations des professionnels de santé, quand même un point important. Alors notamment, enfin, on sait, alors j'étais jusqu'à pas longtemps, j'ai abandonné parce qu'on peut pas tout faire, mais j'étais maître de conférence de médecine générale à la faculté de Rennes et je constatais la forte appétence des étudiants de troisième cycle en médecine générale, puisque je m'occupais de la médecine générale, sur les formes d'exercice regroupés. Et puis, il y a également, dans les textes actuels, c'est-à-dire les textes de la stratégie de la loi de santé, la définition d'une médecine de parcours. On en entend maintenant parler depuis plusieurs années. Alors, quels sont les textes? Là aussi, je vais être bref là-dessus. Donc, il manque la diapo, peu importe. Il y avait la diapo démographique, mais elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, le texte, les lois de financement de la sécurité sociale, qui permet aux professionnels de santé libéraux, ça introduit la notion de maison de santé pluriprofessionnelle. Au fond, ça permet aux professionnels libéraux un mode d'exercice collectif, coordonné, qui est intégré au Code de santé publique. Ensuite, il y a la loi HPST elle-même
qui permet une définition de ces maisons de santé, et ça repose sur un cahier des charges national qui est nécessaire pour obtenir des financements quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de financer l'immobilier, de financer le système d'information ou de financer du fonctionnement. Hein, ça repose donc sur des critères que l'ARS connaît bien. Ça associe au minimum 2 médecins et un autre professionnel de santé libérale. Ça repose sur le diagnostic des besoins du territoire. Ça va valoriser certaines zones démographiques. Et il y a également des conditions d'organisation de la structure et la rédaction d'un projet de santé. Ensuite, il y a l'article 2 de la loi du 10 août 2011 qui est relatif aux droits des usagers. Ça, c'est surtout pour border juridiquement les possibilités de transfert d'informations entre professionnels concernant le patient. Et puis, il y a l'article de la loi HPST qui est sorti juste avant le changement de gouvernement. Oui, ça date du 21 juillet 2009. Et non, c'était avant. Qui reconnaît la notion de pôle de santé. Alors il faut bien avouer, on y revient tout à l'heure, mais la notion de pôle de santé du Code de la santé publique n'est pas exactement la même que celle que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que le pôle de santé du Code de la santé publique, c'est une superstructure qui est censée chapeauter des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux, des établissements médico-sociaux, des établissements sanitaires. C'est une grosse superstructure. Mais ceci dit, ça permet bel et bien la création de ce qu'on appelle les pôles de santé, ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire chacun reste dans sa structure immobilière et travaille ensemble sur un exercice coordonné. Quels sont les soutiens institutionnels à ces structures ? Sur la logistique, il y a l'ARS qui en général fait appel à des consultants, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont pour but d'aider à développer ces exercices coordonnés dans les régions et à l'écriture du projet de santé. Et puis c'est également le travail des représentants des professionnels libéraux, c'est-à-dire c'est bel et bien le travail des URPS ou URML selon les régions. C'est aussi un travail possible pour d'autres acteurs, et notamment, il faut la citer ici, puisque c'est bien le travail que fait également la Fédération française des maisons et pôles de santé auprès de ces acteurs. Moi, je suis dans une région où il n'y a pas de branche régionale de la Fédération française des maisons et pôles de santé, donc c'est l'URPS mais qui s'est emparé très tôt du sujet également. Donc il y a des soutiens d'ordre financier à la création de ces maisons et pôles de santé. Je vous en ai parlé. L'URPS, elle a quand même une importance puisqu'elle siège au comité de sélection régionale qui est coprésidé par le préfet de région et par le directeur général de l'ARS. Donc là sont prises les décisions qui vont attribuer les financements immobiliers. C'est des crédits de l'État associés au développement des zones rurales et d'autres. Je vous fais pas le détail de l'ensemble de ces crédits. Et puis, il y a également des crédits qui permettent le fonctionnement. Ce sont des crédits expérimentaux qu'on appelle l'expérimentation des nouveaux modes de rémunération. La première vague est apparue en 2009, il y a une deuxième vague en 2013. Actuellement, il y a 250 sites en France qui sont sous ce régime des nouveaux modes de rémunération, avec le but principal est de pouvoir financer la coordination, c'est-à-dire aussi bien éventuellement de mettre un personnel dédié à cette coordination que de pouvoir aussi financer le temps que les professionnels de santé libéraux vont prendre à cette coordination. Autrement dit, les temps de réunion et puis les coûts que ça va induire en termes de secrétariat ou de fonctions spécifiques de coordination. Et donc, pour que tout ça, ça fonctionne avec une sécurisation juridique et fiscale, l'État a été amené à créer ce qu'on appelle les SISA, qui sont les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, qui permettent d'éviter des mésaventures fiscales sur cette affaire de partage des ENMR entre professionnels de santé libéraux. Sans ça, nul doute que Bercy aurait sûrement trouvé matière à taxer ces différents individus. Donc, quelles sont les activités de ces organisations ? Ce sont les soins coordonnés
qu'est-ce que c'est? C'est le partage interprofessionnel, c'est-à-dire le partage autour, par exemple, du cas du patient, mais ça peut être aussi, on élabore des protocoles entre soi, c'est-à-dire entre professionnels, pour prendre en charge telle ou telle situation. Ce sont des prises en charge, une amélioration des prises en charge du patient. Ça peut aussi être des actions de santé publique, c'est-à-dire on peut, au sein de ces structures, développer des programmes d'éducation thérapeutique, de prévention, voire d'éducation à la santé. Et là, vous avez différents étages au ENMR, on appelle ça des modules, et des modules qui donnent des enveloppes qui sont complémentaires. Il y a également, avec des actions de formation avec accueil des étudiants, qui sont intrinsèquement liées à l'obtention de ces crédits. Mais bien entendu, on n'est pas obligé d'être dans une structure ENMR pour pouvoir former et accueillir des étudiants. Et puis, on peut aussi avoir des ambitions de programmes de recherche. Et spécifiquement, ce sont les maisons et pôles de santé universitaires qui sont liés au département de médecine générale de la faculté. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des GECO, des groupes pour l'exercice coordonné. Alors, pourquoi cette affaire de GECO? En quoi les maisons de santé et les pôles de santé, finalement, sont-ils un concept insuffisant? Eh bien, il y a des professionnels de santé qui développent un exercice coordonné en dehors de tout ce qui est maison et pôle de santé. L'historique a fait que initialement les centres. Il faut aussi que je vous parle un petit peu de ce qu'on appelle les centres de santé. C'est que les centres de santé, il faut bien faire la distinction. Les centres de santé, ce sont des structures qui ont pour but d'avoir un exercice souvent pluriprofessionnel, souvent coordonné, où les médecins sont salariés. En général, c'est soit une mutuelle, soit une communauté territoriale qui les finance. Mais c'est un exercice salarié, donc qui a priori ne concerne pas notre débat. Les maisons de santé, initialement, sont créées en zone rurale. Le partage s'est fait un peu de cette façon-là. C'était la réponse. Enfin, dans le projet gouvernemental, c'était la réponse à ce qu'on appelle les déserts médicaux. La difficulté, c'est que dans cette affaire, les déserts médicaux sont prétexte à la réorganisation de l'ensemble du champ ambulatoire. C'est le côté un petit peu désagréable de l'affaire. Mais la première ambition de ces maisons de santé pluriprofessionnelles était bel et bien de lutter contre l'isolement des médecins entre eux, et c'était bien ce que décrivaient les médecins des zones rurales qui arrivaient assez facilement à des situations de ce qu'on appelle un burn-out, et dans lequel l'isolement avait une part importante. Et puis, il fallait redonner de l'attractivité, et on avait pensé que c'était un facteur d'attractivité. Donc, comment faire en sorte pour répondre aux souhaits d'exercice coordonné de l'ensemble des professionnels de santé libéraux? Et c'est pour ça qu'on a la réponse de ces groupes pour l'exercice coordonné qui permettent de s'échapper à la fois de ce statut immobilier et du statut juridique. Alors vous voyez, ça reprend un peu la même chose. Ce sont des liens entre professionnels de santé d'au moins deux professions différentes dans le cadre d'un exercice coordonné. Donc on voit bien, ça peut être formalisé par des structures juridiques, par des conventions de partenariat, seulement par des protocoles de soins. Vous voyez, là, on est beaucoup plus léger que dans une structuration juridique. Des protocoles de soins, de coordination, seulement du partage d'informations, ou, de façon encore plus légère, par l'existence de rencontres régulières. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que la réunion de 10 heures autour de la machine à café est une condition nécessaire et suffisante pour former un GECO, mais vous voyez que le but, c'est d'en avoir un concept très extensif. Pourquoi un concept extensif? Parce que l'idée, c'est bel et bien de diffuser la culture de l'exercice coordonné dans l'ensemble de la profession. Actuellement, les médecins qui sont en maison de santé pluriprofessionnelle représentent 5% de l'effectif des médecins généralistes. Donc, c'est une situation qui est intéressante, mais on ne peut pas bâtir une organisation d'un système de santé qui repose sur 5% des professionnels, peut-être 10% bientôt, peut-être 20% dans quelques années. C'est possible. Toujours est-il que on ne peut, même si on est à 20%, on ne peut pas négliger 80% des professionnels et qui donc soignent, je le rappelle quand même, a priori 80% de la population elle-même.
Donc l'idée est bien de développer l'exercice coordonné et de se donner les moyens de diffuser cette nécessité de l'exercice coordonné dans le paysage. Alors, les GECO, quand ils existent, alors ils existent en Bretagne, donc c'est un accompagnement qui est porté par l'URPS, que nous avons formé, ce que nous appelons des facilitateurs, autrement dit, initialement des médecins, mais ça peut aussi être des infirmiers, des pharmaciens, des kinés, ou les autres professionnels des 9 autres URPS, comme le rappelait Pierre-Paul. Ces facilitateurs, ils vont sur le terrain, ils rencontrent les professionnels, ils regardent un peu ce qui se passe. Et vous savez que, en fait, ils font surtout parler les gens. Ils font surtout, chacun doit reconnaître la profession de l'autre. Ça, c'est la première étape. Vous n'ignorez pas que chaque profession... Excusez-moi, juste une chose. On est à 15h07. Ok. Pardonnez-moi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça passe par la reconnaissance des professions. Et d'ailleurs, voici les outils qui vont avec, c'est-à-dire le guide de progression, qui est un outil de métrologie, un outil de mesure, et qui est surtout un outil d'auto-évaluation qui permet de mesurer l'état d'avancement dans la coordination de chaque structure. Je vais vous donner quelques exemples brefs, c'est ma dernière diapo sur le sujet, sur ce que sont ces GECO, et vous allez voir que c'est très variable. Par exemple, un programme de chirurgie ambulatoire qui associe des anesthésistes, des chirurgiens, des médecins généralistes, possiblement des infirmiers libéraux, c'est un GECO. C'est-à-dire que ce sont des professionnels qui se sont mis ensemble dans un but d'exercice coordonné pour améliorer le parcours du patient, pour sécuriser ce parcours. Ça sécurise à la fois le patient, mais ça sécurise aussi l'anesthésiste et le chirurgien, qui sait ce que son patient devient ensuite. Et il y a un retour d'information qui se fait vers l'établissement, ce qui permet aussi d'acquérir de la donnée. Et la donnée, c'est aussi de la visibilité. Et à terme, on peut espérer que ça, enfin, c'est pas qu'on peut espérer, c'est que ça doit être aussi de la valorisation de cette activité. On peut aussi avoir des programmes d'éducation thérapeutique qui vont associer des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, des kinés. Alors dans le cas de la BPCO, vous voyez bien, on va inclure des kinés. Et ce projet, il nécessite ni maison de santé ni pôle de santé. Ce sont des professionnels qui ont un exercice coordonné sur un but précis, uniquement celui-là, celui du programme ETP BPCO. On a aussi là sur une région où il y a une formation pluriprofessionnelle, mais qui s'accompagne en quelque sorte de la mise en place ce qu'on a appelé, ça a été évoqué tout à l'heure, d'une coordination territoriale d'appui, sur laquelle on ferait bien de s'intéresser avant que d'autres s'y intéressent à notre place. Ça peut aussi être des expérimentations sur le parcours de soins de la personne âgée. Tout à l'heure, on a parlé des PAERPA, mais il y a aussi l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale qui développe aussi ce type de projet. Donc vous voyez, là, on est dans quelque chose qui est populationnel. C'est la population des personnes âgées. Avant, on était sur une thématique, c'était celle de la BPCO. Et puis, on peut aussi imaginer des exercices coordonnés, enfin c'est pas imaginer, c'est que c'est des choses qui existent, avec Interpol, c'est-à-dire sur un espace géographique plus vaste, avec la mise en place d'un logiciel commun entre les professionnels pour partager de l'information. Vous voyez que on est dans une extension du concept d'exercice coordonné, et il est destiné à l'ensemble des médecins et des professionnels de santé libéraux. Je vous remercie donc d'avoir supporté mon discours là-dessus.